Vous vous trouvez dans l'ombre du palais de Greenwich, par une étouffante matinée de juillet 1588. L'air est chargé d'odeurs mêlées de corps sales, de joncs en décomposition sur le sol et du parfum écœurant dont les courtisans s'aspergent pour masquer ce qui se cache en dessous. À travers les lourdes portes de bois, on entend le bruissement de la soie et le doux murmure des voix de la reine Élisabeth I qui tient sa cour. Mais à mesure qu'on s'approche, une autre odeur transperce le masque floral. Quelque chose de âcre et de métallique, comme des pièces de monnaie en cuivre laissées dans l'eau stagnante, mêlées au musc terreux des corps qui n'ont connu le savon qu'en étranger. La reine vierge, Gloriana en personne, est assise resplendissante sur son trône, vêtue de perles d'or, le visage pâle, blanc comme la neige fraîche. Elle sourit, révélant des dents couleur de feuilles d'automne. Et lorsqu'elle parle, les courtisans se penchent en avant, non seulement par révérence, mais parce que la distance rend ses paroles plus supportables. C'est la femme qui a vaincu l'armada espagnole, qui a régné sur l'Angleterre pendant 45 ans d'une main de fer enveloppée de gants de soie. Mais sous cette façade magnifique se cachaient des habitudes qui feraient reculer d'horreur un homme moderne. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par leur curiosité commune pour le passé. La vérité sur l'hygiène personnelle d'Elizabeth Tudor se lit comme un catalogue de cauchemars médiévaux, chaque habitude plus répugnante que la précédente. Pourtant, pour comprendre pourquoi la plus grande reine d'Angleterre vivait ainsi, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle vivait, un monde où se baigner était considéré comme dangereux, où la médecine était une affaire de devinettes, et où même la royauté vivait dans des conditions qui nous horrifieraient aujourd'hui. Le rituel du bain trimestriel. Élisabeth I était véritablement progressiste selon les normes de son époque. Elle se lavait une fois tous les 3 mois, qu'elle en ait besoin ou non. Ses courtisans ont rapporté qu'elle se lavait une fois tous les 3 mois, qu'elle en ait besoin ou non. La plupart de ces sujets passaient des mois, voire des années, sans prendre de bain complet, croyant que l'eau ouvrait les pores et rendait le corps vulnérable aux maladies et aux mauvais esprits. Lorsqu'Élisabeth prenait un bain, c'était une mise en scène digne d'une représentation théâtrale. Des domestiques transportaient d'énormes baignoires en cuivre dans ses appartements privés, les remplissant d'eau chauffée sur d'immenses feux de cuisine. L'eau provenait de la Tamise, déjà polluée par les déchets de la population croissante de Londres. L'eau du fleuve était brune et chargée d'eaux usées, d'animaux morts et de ruissellements industriels provenant des ateliers et des tanneries de la ville. Le savon disponible était un mélange grossier de graisse animale, de cendres de bois et de lessive, plus susceptible de décaper la peau que de la nettoyer. La graisse provenait de porcs et de bovins, souvent déjà rances. La cendre, recueillie dans les cheminées des palais, contenait suie et résidus. Mélangée à la lessive, cette préparation créait un savon suffisamment agressif pour éliminer la peau et la saleté. Mais 90 jours entre 2 bains, c'est long. Au fil des semaines, le corps d'Élisabeth accumulait des couches de sueur, de peau morte et de diverses substances qu'elle appliquait pour masquer son odeur. À la fin de son cycle de 3 mois, les courtisans savaient que la reine approchait bien avant qu'elle n'entre dans une pièce. Des documents judiciaires de 1579 après Jésus-Christ relatent un incident révélateur. L'ambassadeur de France se plaignit dans une lettre adressée à son roi d'avoir dû porter à son nez un pomander rempli d'herbes aromatiques lors de son audience avec la reine, car la personne royale était dans une telle odeur que toute conversation intime était une véritable épreuve d'endurance. L'épouse de l'ambassadeur s'est évanouie lors d'un dîner officiel, non pas à cause de la chaleur comme annoncé publiquement, mais à cause de l'odeur accablante émanant de la table royale. Le désastre dentaire qui choqua l'Europe. Les dents d'Élisabeth furent peut-être son plus tristement célèbre désastre hygiénique, devenant un sujet de commérages internationaux et d'inquiétudes diplomatiques. À 40 ans, elles étaient devenues complètement noires à cause des caries, et la vue de son sourire devint si dérangeante que les ambassadeurs étrangers rédigeaient des rapports détaillés à leur pays d'origine. Les problèmes dentaires de la reine ont commencé avec son appétit insatiable pour le sucre. Au XVIe siècle, le sucre coûtait plus cher que l'or,
ce qui en faisait un symbole de statut social. Le régime quotidien d'Élisabeth comprenait du marc de raisin, des violettes sucrées, des fruits confits, des réconforts et des vins doux. Elle grignotait du sucre tout au long de la journée, laissant les cristaux se dissoudre lentement dans sa bouche, baignant ses dents dans le sucre pendant des heures. L'hygiène dentaire était méconnue. Pas de brossage, pas de fil dentaire, pas de nettoyage régulier. Le meilleur soin disponible consistait en un rinçage occasionnel au vin ou à l'eau de rose, qui contenait du sucre et accélérait la carie. Les dents d'Élisabeth ont commencé à brunir vers la trentaine, devenant ambrées puis noires à mesure que la carie progressait. Des témoignages contemporains décrivent comment ses dents s'effritaient parfois lorsqu'elle mordait, laissant des fragments d'émail noircis sur ses lèvres. La douleur était atroce. Elle était parfois incapable de manger des aliments solides pendant des jours, survivant grâce à des bouillons et des médicaments liquides. Les archives judiciaires la montrent portant la main à sa mâchoire lors de ses apparitions publiques, un geste que les courtisans avaient appris à reconnaître comme un signe d'agonie dentaire. Le docteur John Day lui prescrivait des remèdes horribles, rinçage à l'urine, perles concassées mélangées à du vin, et pression de fer chaud sur sa mâchoire pour brûler la corruption. À 50 ans, Élisabeth avait perdu plusieurs dents, et les dernières étaient déchaussées. L'haleine de la reine devint légendaire. Les courtisans la décrivaient comme l'odeur d'un charnier, pire que celle d'un champ de bataille après 3 jours d'exposition au soleil. En 1590, l'ambassadeur vénitien écrivait « Les dents de la reine sont si noires et pourries qu'il est étonnant qu'elle puisse parler. L'odeur de sa bouche m'a obligé à respirer par la bouche pendant toute notre audience. » Le spectacle des perruques. Les célèbres cheveux roux d'Élisabeth étaient en grande partie imaginaires après la trentaine, dissimulés sous des perruques qui devinrent leur propre source de problèmes d'hygiène. La perte de cheveux de la reine était due aux cosmétiques à base de plomb qu'elle utilisait pour son teint blanc, mais aussi aux divers traitements qu'elle appliquait pour tenter de restaurer sa chevelure naturelle. Les cheveux de ces perruques provenaient de paysannes qui les vendaient pour subvenir aux besoins de leur famille. À l'achat, ils étaient souvent sales et infestés de poux, et les méthodes de nettoyage étaient rudimentaires. Les perruques étaient cousues sur des supports en soie ou en lin, à l'aide de fils de tendon animal, et fixées à des épingles et des peignes métalliques qui rouilleraient à cause de la transpiration. L'état du cuir chevelu d'Élisabeth aggravait encore la situation. L'intoxication au plomb avait laissé son cuir chevelu couvert de plaies suintantes et de lésions. Le port constant de perruques empêchait une bonne cicatrisation, créant des cycles d'infection et d'irritation qui persistèrent toute sa vie. Les perruques n'étaient jamais lavées, seulement brossées et poudrées. Elles accumulaient des mois de sueur, de sébum et de pollution atmosphérique. La combinaison de cheveux non lavés, de matières organiques en décomposition et de divers parfums créait une odeur unique que les courtisans apprenaient à reconnaître comme la présence imminente de la reine. Les poux proliféraient dans l'environnement chaud et humide sous les postiches. Les dames d'honneur passaient des heures chaque jour à retirer les poux des perruques, mais les parasites revenaient toujours au bout de quelques jours. L'odeur était si forte qu'elle persistait dans les pièces longtemps après le départ d'Élisabeth, nécessitant de l'encens ou d'ouvrir les fenêtres pour purifier l'air. La vanité de la reine concernant sa chevelure n'était pas sans rappeler son déni quant à son état. Elle se vantait de ses magnifiques cheveux roux, ignorant apparemment que tout le monde savait qu'elle portait des perruques. Les ambassadeurs écrivaient des descriptions détaillées de ses postiches, souvent avec un amusement à peine dissimulé. La prison empoisonnée par la peinture au plomb. Le visage blanc, si caractéristique d'Élisabeth, était dû à des applications quotidiennes de Suze, un mélange de céruse et de vinaigre qui la tuait à petit feu. Ce mélange toxique était appliqué chaque matin avec des pinceaux en poils d'animaux, formant des couches qui se fissuraient et s'écaillaient comme du vieux plâtre. Le plomb provenait des mines de Cornouailles, où les ouvriers mouraient régulièrement d'exposition. Réduit en fine poudre, il flottait dans l'air comme de la poussière, recouvrant tout dans les appartements d'Élisabeth. Le vinaigre, fabriqué à partir de vin aigre, ajoutait une pointe d'acidité à ce mélange déjà caustique, rongeant sa peau tout en emprisonnant le poison dans sa chair. L'application était une torture. Le mélange brûlait à l'application, provoquant des larmes et des rougeurs. Élisabeth dut rester immobile jusqu'à 1 heure, le temps que le mélange sèche, incapable de parler, de manger ou de boire. En séchant,
Le mélange formait un masque magnifique mais hideux. La surface blanche paraissait parfaitement lisse et pâle, mais sous sa peau naturelle, il était systématiquement détruit. Le masque se fissurait tout au long de la journée, nécessitant des retouches constantes et une surveillance attentive devant le miroir. Elisabeth ne se démaquillait jamais complètement, appliquant de nouvelles couches par-dessus les anciennes, créant ainsi une accumulation de plusieurs couches. Lorsqu'elle tentait de se démaquiller, il fallait gratter les résidus durcis avec des peignes en ivoire, ce qui arrachait souvent de la peau et laissait des éraflures sanglantes qui se recouvraient de poison frais le lendemain matin. L'intoxication au plomb affectait tout son corps. Elle souffrait de fatigue chronique, de troubles de la mémoire et de sautes d'humeur. Ses cheveux tombaient en touffes. Ses dents se déchaussaient et se décoloraient, et son haleine prenait un goût métallique qu'elle essayait de masquer avec des vins doux. Sous son masque blanc, la peau naturelle d'Elisabeth n'était qu'un horrible tableau de plaies, de cicatrices et de décolorations qui s'aggravaient d'année en année. Les lèvres de la reine étaient peintes avec de la cochenille, des coléoptères écrasés mélangés à des huiles qui rancissaient sous l'effet de la chaleur, développant des odeurs putrides qui se mélangeaient à son haleine. La catastrophe vestimentaire. Les magnifiques robes d'Elisabeth n'étaient jamais lavées, jamais nettoyées, jamais mises au repos. Ces vêtements, d'une valeur supérieure à la plupart des revenus d'une vie, étaient devenus les dépositaires de mois, voire d'années, de saletés accumulées qu'aucun parfum ne pouvait masquer. La reine possédait plus de 3000 robes confectionnées dans les soies, velours et brocarts les plus fins, ornées de perles et de pierres précieuses. Mais leur fabrication rendait leur nettoyage impossible. Les multiples couches de tissu, les broderies délicates et les pierres précieuses ne supportaient pas les savons agressifs. On les nettoyait donc en les aérant, en les brossant et en les parfumant. Elisabeth portait chaque robe pendant des jours, voire des semaines, permettant aux odeurs corporelles, à la transpiration et aux fluides corporels de pénétrer profondément dans le tissu. Les matières nobles absorbaient ces substances comme des éponges, créant ainsi des enregistrements permanents de ses fonctions corporelles. L'habillage prenait des heures et nécessitait de nombreux domestiques. D'abord, il y avait la tenue de nuit, un sous-vêtement en lin rarement lavé, jauni et raide à cause de la transpiration accumulée. Par-dessus, on portait un corset en os de baleine et en acier, lacé si serré qu'il entravait la respiration et la digestion. Jamais lavé, il devenait un nid à bactéries. Les robes d'Elisabeth étaient sujettes aux taches en raison de leur couleur claire. Le blanc, l'argent et l'or pâle laissaient apparaître toutes les taches. Une seule goutte de vin était visible à travers la pièce. Le poids dépassait parfois 22,5 kg lorsqu'il était entièrement orné de bijoux, créant un effet de serre qui emprisonnait la chaleur et l'humidité, provoquant une transpiration abondante absorbée par les couches de tissu les plus profondes. Ses bas de soie ou de laine fine étaient rarement lavés et se trouaient, révélant des ongles de pieds jaunis et incrustés de terre. Les chaussures devenaient des sources d'odeurs de pieds et d'infections fongiques, le cuir se déformant et se tachant. L'intérieur dégageait des odeurs persistantes, perceptibles même lorsqu'elles n'étaient pas portées. L'attachement d'Elisabeth à certaines robes était si fort qu'elle refusait d'en changer pendant des jours, prétendant qu'elles étaient ses préférées ou qu'elles portaient bonheur. Cela aggravait l'accumulation de saleté, les vêtements étant portés pendant de longues périodes sans aucun nettoyage. Le cauchemar digestif. Le système digestif d'Elisabeth était une source constante de gêne, créant des problèmes d'hygiène allant au-delà de la simple mauvaise haleine. Son alimentation riche, ses médicaments et son stress chronique ont engendré des dysfonctionnements digestifs tout au long de sa vie. Les repas élaborés de la reine duraient des heures et comprenaient des dizaines de plats, des viandes rôties, des sauces onctueuses, des desserts sucrés, des vins et des bières. Les aliments étaient fortement épicés pour masquer le goût avarié, et les méthodes de cuisson ne parvenaient guère à tuer les bactéries qui proliféraient avant l'avènement de la réfrigération. Les plats préférés d'Elisabeth étaient particulièrement problématiques. Les viandes riches et grasses, comme le cygne rôti et le chevreuil, étaient difficiles à digérer et provoquaient de graves maux d'estomac. Elle consommait de grandes quantités de sucre sous diverses formes, perturbant l'équilibre naturel de son corps et contribuant à des problèmes dentaires. Ses habitudes alimentaires étaient aussi problématiques que ses choix alimentaires. Elle mangeait rapidement, sans bien mâcher, engloutissant sa nourriture entre les cérémonies de cour et les réunions diplomatiques.
Cette alimentation précipitée contribuait à des problèmes digestifs et à des étouffements. Les problèmes commençaient presque immédiatement après le repas, ballonnements importants et gaz, à la fois inconfortables et gênants. À une époque où les fonctions corporelles étaient honteuses, surtout pour les femmes, les problèmes digestifs d'Élisabeth lui causaient une anxiété et une humiliation constantes. Les corsets serrés et les multiples couches de tissu aggravaient la digestion, comprimant l'estomac et les intestins et provoquant de vives douleurs. Élisabeth desserrait parfois son corset pendant les repas, une pratique hautement inappropriée et soigneusement dissimulée au public. Le gaz était légendaire parmi les courtisans, qui ignoraient poliment les bruits et les odeurs provenant de la personne royale. Élisabeth s'excusait parfois des événements publics lorsque les problèmes devenaient trop graves, prétextant une maladie alors que le véritable problème était bien plus embarrassant. Ces problèmes digestifs étaient aggravés par les médicaments. Le mercure, prescrit pour une possible syphilis, était un puissant laxatif provoquant de graves diarrhées et des crampes. Les remèdes à base de plantes contenaient des ingrédients toxiques provoquant des nausées, des vomissements et d'autres symptômes désagréables. La catastrophe de l'hygiène bucco-dentaire allait au-delà des dents cariées. La bouche d'Élisabeth était une plaie purulente, créant des problèmes bien au-delà de la mauvaise haleine. Sa cavité buccale était devenue un terrain fertile pour les bactéries et les infections, créant des odeurs et des goûts qui imprégnaient tous les aspects de sa vie quotidienne. La langue de la reine était souvent recouverte d'une épaisse pellicule jaunâtre, ce qui ajoutait à son haleine une odeur putride. Cette couche, formée par l'accumulation de bactéries, de cellules mortes et de particules alimentaires, n'était jamais correctement nettoyée. Le manque d'hygiène bucco-dentaire entraînait l'accumulation de cette couche au fil des jours et des semaines, créant un goût permanent. Élisabeth le décrivait comme amer comme de l'absinthe. Ses gencives étaient gonflées et saignaient, ce qui était considéré comme normal pour son âge et son état. Ce saignement constant se mêlait à la salive, créant un goût métallique qu'elle essayait de masquer avec des vins doux et des fruits confits. Du sang tachait également les dents et la langue, aggravant encore la situation. La production de salive d'Élisabeth était affectée par les médicaments et ses problèmes de santé. Elle produisait parfois une salive excessive, épaisse et filandreuse, qui s'accumulait aux commissures des lèvres et formait des filaments visibles lorsqu'elle parlait. D'autres fois, sa bouche était inconfortablement sèche, ce qui collait sa langue au palais et rendait l'élocution difficile. La consommation de sucre avait créé un environnement propice à la croissance bactérienne. Les bactéries nourries de sucre vivaient sur les dents et les gencives, provoquant leur multiplication et une production d'acide qui endommageait davantage les tissus buccaux. Le cycle s'auto-entretenait. Une consommation accrue de sucre masquait les caries. Le goût aggravait la santé bucco-dentaire. La gorge d'Élisabeth souffrait d'une inflammation chronique due à une infection buccale constante. Elle se plaignait de maux de gorge et de difficultés à avaler, symptômes attribués à diverses maladies, mais probablement causés par des bactéries provenant de sa bouche pourrie. Ses tentatives pour masquer ses problèmes bucco-dentaires étaient désespérées. Elle mâchait des herbes comme la menthe et le romarin, mais celles-ci étaient vite étouffées par la pourriture sous-jacente. Elle a expérimenté des bains de bouche à base de vin, de vinaigre et de miel, mais les solutions sucrées nourrissaient les bactéries et aggravaient les problèmes. Le paradoxe du parfum. La réponse d'Élisabeth aux problèmes d'hygiène accablant consistait à s'imprégner de parfums et d'huiles parfumées de plus en plus lourds. Mais cela créait des problèmes plus graves. Les parfums conçus pour masquer les odeurs naturelles se combinaient à elles, créant des odeurs uniques et envahissantes, pires que les odeurs originelles. Son parfum préféré était le musc de civette. Extrait des glandes anales de la civette africaine, ce parfum animal musqué était le summum du luxe, mais combiné à des mois d'odeurs corporelles accumulées, il créait des odeurs que les courtisans décrivaient comme une roseraie construite sur une fosse septique. L'application quotidienne du parfum prenait presque autant de temps que celle du maquillage. Les domestiques tamponnaient divers parfums sur les points de pulsation à l'aide de pinceaux doux ou des doigts, saupoudrant les vêtements et les cheveux de poudre parfumée, créant des nuages de poussière parfumée qui se déposaient partout. Mais les parfums du XVIe siècle étaient rudimentaires, fabriqués à partir de produits animaux et d'extraits de plantes qui rancissaient à la chaleur. Les huiles tournaient au vinaigre, dégageant des odeurs putrides, se mêlant à l'odeur corporelle d'Élisabeth, créant un parfum véritablement nauséabond.
des mélanges de parfums frais et rances créaient des senteurs à la fois douces et répugnantes, telles des fleurs pourrissant dans l'eau stagnante. Les vêtements d'Élisabeth étaient saturés de parfums concurrents, créant des nuages odorants portables qui la suivaient partout. Différents parfums réagissaient entre eux et avec la chimie de son corps, créant de nouvelles odeurs, souvent désagréables, sans aucun lien avec les composants d'origine. La chaleur corporelle intensifiait et modifiait les parfums au fil des jours. Les odeurs matinales agréables devenaient écœurantes et envahissantes à midi, et carrément nauséabondes le soir. Élisabeth semblait ignorer cette transformation, continuant à se parfumer à longueur de journée sans se rendre compte que cela aggravait les problèmes. La collection de parfums de la reine était vaste et coûteuse, importée de toute l'Europe et du Moyen-Orient. Elle possédait des parfums de fleurs rares, d'épices exotiques et de résines précieuses, chacun coûtant plus cher que la plupart des revenus annuels. Mais aucun argent ne pouvait lui permettre d'acheter un parfum capable de masquer des mois d'odeur corporelle impure. Le spectacle des pieds d'Élisabeth. Les pieds d'Élisabeth étaient peut-être la partie la plus négligée de son corps, dissimulés dans des bas de soie et des chaussures sophistiquées, mais souffrant de pathologies qui auraient choqué même le médecin le plus aguerri. Les pieds de la reine étaient devenus une source constante de douleur et d'embarras, affectés par des mycoses, des ongles incarnés et divers maux aggravés par ses mauvaises habitudes d'hygiène. Prendre soin des pieds d'Élisabeth était une épreuve quotidienne qu'aucun de ses serviteurs n'acceptait. Ses bas, confectionnés en soie et laine de la plus haute qualité, étaient retirés, révélant des pieds qui ne ressemblaient guère aux délicats appendices décrits dans la poésie courtoise. Leur peau était souvent blanche et gorgée d'humidité constante, avec des plaques d'infection fongique dégageant une odeur rance et fromagère. Les ongles d'Élisabeth étaient devenus longs et épais, jaunis et cassants à cause de l'humidité constante et du manque d'entretien. Ils se recroquevillaient souvent, créant une pression douloureuse sur les orteils et pénétrant parfois dans la peau. Les tentatives de la reine pour se couper les ongles des pieds étaient grossières et entraînaient souvent des coupures et des infections qui mettaient des semaines à cicatriser. Les espaces entre les orteils d'Élisabeth étaient propices aux infections fongiques, qui se développaient dans l'environnement chaud et humide des chaussures. La peau blanchissait et pelait, et les infections se propageaient aux ongles des pieds, les rendant épais et décolorés. L'odeur qui se dégageait de ces infections était caractéristique et entêtante, décrite par les dames d'honneur comme celle de fromage pourri mélangé à du vinaigre. Les chaussures de la reine étaient de véritables œuvres d'art, devenues des foyers d'odeur et de prolifération bactérienne. Confectionnées dans un cuir de la plus haute qualité et ornées de bijoux et de broderies, elles n'étaient jamais nettoyées ni aérées, accumulant pendant des mois la sueur, les peaux mortes et divers fluides suintant des pieds infectés d'Élisabeth. Le cuir se tachait et se déformait, et l'intérieur dégageait des odeurs persistantes, perceptibles même sans porter les chaussures. L'habitude d'Élisabeth de porter les mêmes chaussures pendant des jours, voire des semaines, aggravait ses problèmes de pieds. L'humidité constante due à la transpiration et le manque d'air créaient des conditions idéales pour la prolifération des bactéries et des champignons. La reine se plaignait parfois de sensations de brûlure et de démangeaison dans ses pieds, symptômes qu'elle attribuait à diverses causes, mais qui étaient probablement liés à des infections affectant ses membres inférieurs. L'odeur des pieds de la reine était si particulière que les serviteurs pouvaient parfois deviner son approche à leur seul odorat. Cette odeur persistait dans les pièces longtemps après son départ, obligeant à ouvrir les fenêtres et à brûler de l'encens pour purifier l'air. Les ambassadeurs faisaient parfois des remarques sur d'étranges odeurs qui semblaient émaner du sol autour du trône de la reine, sans se rendre compte qu'ils détectaient l'odeur de ses pieds. L'horreur de la chambre à coucher. La chambre d'Élisabeth était un concentré de tous les défauts d'hygiène, une pièce où des mois de saleté accumulés créaient une atmosphère à peine respirable. Les chambres de la reine, censées être des havres de paix et d'intimité, étaient devenues un véritable cauchemar olfactif et des conditions d'insalubrité défiant les plus robustes. Le lit royal était un chef-d'œuvre d'artisanat et un monument d'abandon. La structure à baldaquin élaborée était en chêne finement sculpté, ornée de tentures en drap d'or, plus coûteuse que la plupart des châteaux. Mais les draps, changés peut-être mensuellement si la chance leur souriait, étaient devenus raides par l'accumulation de sueur, de fluides corporels et de diverses pommades et poudres appliquées sur la peau. Les draps en lin importés de la plus haute qualité, doux comme de la soie à l'état neuf, s'étaient transformés en une toile, jaunie et tachée de fluides corporels profondément imprégnés dans les fibres.
Les taches traçaient les activités nocturnes d'Elisabeth, des taches sombres là où elle avait transpiré pendant des nuits difficiles, des zones jaunâtres là où sa vessie avait lâché, des taches rougeâtres là où des plaies et des lésions suintaient et saignaient. Le matelas, garni de duvets et de plumes censées assurer le confort, était devenu un nid à insectes et bactéries. Les plumes absorbaient l'humidité et les odeurs, créant des odeurs persistantes qu'aucune aération ne pouvait éliminer. Jamais nettoyé ni remplacé, le matelas avait accumulé des années de fluide corporel qui s'était infiltré en profondeur. La chemise de nuit d'Elisabeth était faite de lin fin et de dentelle, devenue une seconde peau de crasse accumulée. Elle la portait pendant des semaines, ne la changeant que lorsqu'elle devenait si raide à cause des fluides corporels séchés qu'elle en devenait inconfortable. Le vêtement jaunissait et se raidissait, formant des taches permanentes marquant ses habitudes de sommeil. La chambre à coucher était maintenue hermétiquement fermée pendant l'hiver pour conserver la chaleur, emprisonnant toutes les odeurs à l'intérieur et créant des atmosphères épaisses et oppressantes. L'air était lourd d'odeurs corporelles non lavées, de peau de chambre, de parfums éventés et de divers médicaments entourant le lit royal. Les domestiques qui entraient au petit matin avaient souvent des hauts-le-cœur ou retenaient leur souffle, luttant pour ne pas vomir à cause des odeurs nauséabondes. Alors qu'Elisabeth entrait dans la dernière décennie de sa vie, les problèmes d'hygiène atteignirent des sommets inimaginables, même pour ses jeunes années. Les effets cumulés de décennies de mauvaise hygiène, d'intoxication au plomb et de problèmes médicaux non traités avaient transformé la reine autrefois glorieuse en une incarnation vivante de la décadence et de la négligence. Sa peau était devenue un patchwork de plaies, de cicatrices et de décolorations qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler. Des années d'intoxication au plomb avaient laissé son visage marqué de cicatrices, de profondes lésions suintantes et croûteuses avant d'être recouvertes de nouvelles couches cosmétiques toxiques. Sa peau est devenue d'un jaune vert maladif, conséquence de lésions hépatiques et de problèmes internes causés par les médicaments et une mauvaise alimentation. La perte de cheveux d'Elisabeth est devenue totale, laissant son cuir chevelu en proie à des plaies infectées et à des cicatrices. Les perruques devinrent plus lourdes et plus élaborées pour compenser sa calvitie, mais la pression et le poids constant ne firent qu'aggraver ses problèmes de cuir chevelu. On la voyait parfois se gratter frénétiquement la tête lors d'apparitions publiques, ce qui lui fit saigner et provoquer de nouvelles blessures, dont la cicatrisation prenait des semaines. Ses dents restantes étaient si branlantes qu'elle pouvait à peine mâcher des aliments solides. Son alimentation se réduisait à des bouillons, des pains mous et des médicaments liquides. Mais même une nourriture simple lui causait parfois des douleurs. Une infection buccale chronique s'était propagée à sa gorge et à ses sinus, provoquant une inflammation chronique, rendant la parole et la respiration difficiles. L'odeur corporelle d'Elisabeth atteignait une intensité quasi surnaturelle. L'association de peau sale, de plaies infectées, de dents pourries et de parfums rances créait des odeurs que les messagers décrivaient comme l'odeur de la mort elle-même. Sa présence était détectable depuis les pièces les plus éloignées, et les serviteurs prenaient parfois la fuite en entendant son approche. L'état mental de la reine s'était détérioré, probablement à cause d'un empoisonnement au plomb et d'une accumulation de toxines. Il lui arrivait d'oublier des conversations récentes, de se répéter sans cesse ou de se mettre dans des accès de colère pour des affronts mineurs. Son comportement devint de plus en plus erratique et imprévisible, rendant la gestion quotidienne difficile pour les courtisans. À la mort d'Elisabeth Tudor, le 24 mars 603 au palais de Richmond, un profond silence régna dans la chambre mortuaire. Celle qui avait dominé la politique anglaise pendant près d'un demi-siècle s'en était allée, et avec elle s'éteignirent les fictions élaborées qui avaient dissimulé ces désastres hygiéniques au public. Les suites de sa mort révélèrent l'étendue des problèmes dissimulés de son vivant. Les domestiques préparant son corps pour l'enterrement découvrirent une femme ne ressemblant guère au portrait qui l'avait rendue célèbre. Les pièces où elle avait vécu et était morte conservèrent une odeur particulière pendant des mois après sa mort, et certaines zones du palais furent fermées et abandonnées, trop contaminées pour d'autres usages. Vous vous trouvez à nouveau dans l'ombre du palais de Greenwich, mais l'air matinal d'été ne transporte plus que les parfums de roses des jardins soigneusement entretenus. L'horreur a été aseptisée, la vérité polie jusqu'à luire comme les façades dorées qui cachaient autrefois une réalité si révoltante. Mais si vous tendez l'oreille au vent à travers les pierres anciennes, vous pourriez encore entendre les témoignages murmurés de serviteurs morts depuis longtemps,
Les halètements d'ambassadeurs sous le choc et la respiration haletante d'une reine qui a appris trop tard que certaines couronnes sont plus lourdes que d'autres et que certaines victoires coûtent plus cher que les défaites. Le plus grand ennemi d'Élisabeth Tudor n'était ni l'Espagne ni la France. C'était le miroir qui renvoyait le prix du déni des besoins fondamentaux de la chair. Celle qui prétendait épouser l'Angleterre mourut mariée à sa propre déchéance. Et le royaume qu'elle laissait derrière elle fut contraint d'aérer ses palais et de prendre un nouveau départ, espérant que le règne du nouveau roi serait plus agréable que les 45 longues années putrides de la dernière reine.